Le sort du deuxième vice-président du Sénat, Bahati Lukwebo, est-il déjà scellé? Sa destitution du bureau du Sénat et même sa mise à l'écart de l'Union sacrée sont-elles déjà décidées? Mesdames et messieurs, bienvenue dans cette émission Perfect Actu, 5e et dernier numéro de la semaine. Un plateau spécial, l'actualité sera décryptée par les professionnels des médias. Ils vont commenter le changement de la Constitution, le sujet qui a coûté pratiquement des attaques au deuxième vice-président du Sénat, Bahati Lukwebo. Des indiscrétions laissent entendre d'ailleurs qu'il serait visé par une pétition dès la rentrée parlementaire qui s'annonce déjà pour le 15 mars prochain. Bahati Lukwebo a-t-il signé son certificat de divorce avec Félix Tshisekedi? On en parle dans cette émission. On va aussi tenter de répondre à la question de savoir que privilégier entre la reconquête des territoires occupés et la tenue des élections dans le délai constitutionnel. 3 invités sont déjà avec moi sur ce plateau. En attendant le 4e, tous sont des journalistes. D'abord à ma gauche, le premier à rejoindre ce plateau, le plus ponctuel de tous, Gaëtan Koubabou-Randi. Bienvenue. Merci beaucoup, chers amis, chers frères, chers confrères. Hervé et Thomas, merci à toute l'équipe qui est toujours accueillante à chaque fois que nous nous présentons ici. On a pris des très belles photos avant de commencer cette émission et je me sens toujours chez moi à chaque fois que je me retrouve à Perfect TV. Et en dernier lieu, je dis merci et bonjour directement à mes co-débatteurs qui sont aussi des confrères. Je vois Dan Zinc, Fiston Oleko, et je salue l'entrée de Guy Youma. Le retardataire en chef. Merci beaucoup. Comment vous allez? Comment se porte les 50? Super bien, nous sommes à l'affût de l'actualité. Nous couvrons l'actualité ce soir à l'ouest et à l'est du pays. Malgré les difficultés, les contingences difficiles, Télé 50 est là, elle reste la meilleure chaîne de télévision RD. Version croisée, ça évolue? Oui, ça évolue très bien, version croisée. On a notre dernier numéro sur la Constitution. Il faut que l'on tourne d'autres numéros. Pourquoi pas, je vous communiquerai sur les invités et sur les sujets qui seront débattus. Merci beaucoup. Allez, lui, c'est le spécialiste des infrastructures. Tout ce qui est lié aux infrastructures, c'est vraiment son affaire. Il est dans tous les chantiers à travers la ville. Fiston Oleko, Fiston Kayumba Oleko. Bon, on est habitué à vous appeler Fiston Oleko. Bienvenue. Merci beaucoup Hervé Thomas de l'invitation. Ça a été toujours un grand plaisir de venir partager ici sur ce beau plateau de Perfect Télévision. Et je salue aussi, j'en profite, tous les co-débatteurs sur ce plateau, des confrères journalistes. C'est toujours intéressant. Moi, je pense que l'actualité soit aussi commentée par les témoins, parce que les journalistes sont les témoins. Nous sommes les témoins des événements sociaux, politiques, sécuritaires, comme vous voulez, qui se passent dans notre pays. Ça a été toujours un grand plaisir. Les chantiers interminables à Kinshasa. Vous avez lancé des chantiers pêle-mêle. Dans certains endroits, la circulation est extrêmement difficile. Qu'est-ce qui ne va pas? Pourquoi la lenteur dans l'exécution des travaux? J'aime ton côté provocateur, il est très puissant ce côté-là. Les chantiers évoluent bien. Moi j'estime que les chantiers évoluent bien. Dans mon travail de journaliste, je suis en contact direct, comme vous m'avez présenté. Je vous assure que les chantiers évoluent bien. Il y a d'autres qui sont déjà livrés. Il y a aussi d'autres qui ne le sont pas parce que les travaux sont en cours. Il y a des plateformes du ministère provincial des infrastructures qui sont actifs et qui donnent à chaque fois les informations à la population quinoise en particulier, mais aussi congolaise et mondiale en général, parce que les plateformes sont universelles, les plateformes numériques. Donc voilà, les chantiers sont là, ils évoluent, elles se clôturent, mais aussi à ceux qui sont en cours. Qu'est-ce qui bloque l'avancée des travaux sur Niamey par exemple? Sur Niamey? Oui. Non, rien du tout, les travaux évoluent bien. Vous avez vu, on a. Moi j'ai vu. 2 ans depuis le lancement des travaux. Non, mais les travaux ont été lancés. Les travaux ont été lancés en 2025. Déjà d'ailleurs, les travaux, je pense que c'est le gouverneur actuel qui a lancé les travaux. Lui-même, le gouverneur qui a lancé les travaux n'a pas encore 2 ans à la tête de la ville. Comment est-ce que les travaux vont prendre 2 ans? Et oui, Thomas. La population nous suit. Très bien, merci beaucoup. Et aussi une question avant de présenter d'autres invités. S'agissant toujours de la réhabilitation et de la construction de certaines routes, je vais parler plutôt de la réhabilitation. Dans certains endroits, vous êtes limité à retaper la chaussée, mais les caniveaux sont restés dans leur état d'avant. Qu'est-ce qui ne va pas?
Et quand il pleut, les eaux de la pluie se déversent sur la chaussée, la circulation devient impraticable. Bon, c'est une question pertinente. Selon les informations des ingénieurs qui sont à pied d'œuvre sur le chantier, ils avancent les raisons selon lesquelles il y avait des études qui ont été faites, il y a belle lurette, et quand la concrétisation des travaux arrive, c'est fait que les caniveaux qui étaient en bon état jadis, pendant les études, et quand on vient pour appliquer les études, les caniveaux sont en état de détérioration. Donc ce qui sous-entend qu'il faut maintenant faire de nouvelles études pour que ces caniveaux-là soient pris en compte, mais ça aura aussi un coût supplémentaire sur les contrats et tout. Donc il faut des avenants ou bien des changements de contrat. Voilà un peu, bien que ce ne soit pas le sujet. Vous êtes toujours provocateur, je répète ce que j'ai dit. Allez, le troisième invité est à sa première participation dans cette émission, Dan Zeng Mounoum. Il y a des noms qui manquent des voyelles à la fin, que des consonnes. Bienvenue. Merci beaucoup, Hervé. Approchez-vous du micro. Merci beaucoup, Hervé Thomas. Je suis très content de revenir à Perfect Télévision. C'est vrai, c'est ma première participation, mais Perfect TV, c'est ma maison. Ceux qui connaissent, exactement. Ceux qui connaissent le DG Peter Tiani savent qu'à un moment donné, nous avons eu Alchimie ensemble. Mais c'est toujours un plaisir de faire partie de la crème de journalistes que vous invitez, mes confrères qui sont là. Salutations, et je suis très ému. Je pense qu'on nous fera un débat républicain, un débat qui met l'intérêt général devant nos aspirations. C'est un débat des journalistes après tout. Après tout, mais il y a des journalistes qui ont des penchants politiques, hein. C'est ce qui est tout à fait normal. Ça peut arriver à tout le monde. Bah, bien sûr. Comment vous allez? Ça va, ça. Vous vous situez médiatiquement actuellement? C'est une question intéressante. Je ne vais pas parler de Congo Buzz ici, mais aujourd'hui je suis en train de collaborer avec deux médias. Okay. Il y a KMC Télévision et puis Bravo Télévision, mais je suis tout à fait autonome, indépendant. Ce sont des médias de collaboration où je suis. Donc je vise beaucoup plus l'indépendance. Au regard de ce que j'ai connu dans mon parcours, je pense que c'est le moment pour moi de pouvoir me chercher l'indépendance. Très bien, merci beaucoup. Allez, le quatrième et dernier invité, le retardataire en chef. Il n'est jamais à l'heure. Guy Oumoua, l'homme au verbe facile, bienvenue. Merci Hervé. Merci déjà par le fait que la confiance commence à être renouvelée. À la première fois, on se disait que c'était un essai. Et puis après, on a vu que on a pu quand même convaincre la personne de Itoma. Et aujourd'hui, on se voit être en face ou à côté des journalistes qui sont amis et frères. Et personnellement, je salue Gaëtan, l'habitué d'habitude avec lui. Donc, ça a toujours été quelque chose de choc. Mais là, comme le disait tantôt mon ami à côté, les journalistes sont les observateurs de la société. Et en étant observateurs de la société, nous avons un avis à donner sur ce que nous observons au quotidien. Alors, c'est ce qui nous amène sur ces plateaux et nous allons le faire dans une sphère purement républicaine où seules les idées vont devoir s'entrechoquer. Merci. C'est un plateau à 90% composé d'anciens délégués. Est-ce une coïncidence? Est-ce un choix? C'est à vous de le dire. Coïncidence simplement. Merci. Bon, allez, on ouvre les débats avec Boucher Gaïta. Boaty Lukwebo était face à la presse mercredi dernier. Il a commenté l'actualité comme tout acteur politique, mais malheureusement, il a choqué certains esprits. Il a dépassé certaines limites pour certains. Alors, le changement de la Constitution, le président a été le premier à lancer le débat. Il a estimé que la Constitution l'empêchait de réaliser certaines choses, certains aspects de son programme. Il fallait la changer, il fallait doter la RDC d'une nouvelle Constitution. Une initiative qui ne passe pas ou qui n'est pas acceptée par tous, notamment à Boaty Lukwebo, qui pense qu'on a plutôt un problème d'homme. Est-ce qu'une telle déclaration peut coûter ces genres d'attaques qui tombent sur le deuxième vice-président du Sénat?
Je ne dirais pas que c'est de bonne guerre, mais c'est tout à fait logique que Bahati Lukwebo se retrouve face à ce déferlement d'attaques, d'acharnement, d'insultes même à son endroit, parce que politiquement parlant, on parle de quelqu'un qui a pratiquement plus de 2 décennies en politique congolaise. Il est devenu une figure importante, pas hier, parce qu'il y en a qui font partie du présidium aujourd'hui, justement parce qu'ils sont devenus gouverneurs de province, ils n'ont même pas côtoyé véritablement la sphère politique, les arcanes du pouvoir dans les régimes passés, mais aujourd'hui ils ont la chance d'être membres du présidium de la coalition au pouvoir. Mais Bahati Lukwebo, il fut ce qu'il a été, ce qu'il fut, justement. Donc, je n'ai pas ministre de l'économie, etc. Donc, il était potentiellement même un dauphin de l'ancien président de la République, Joseph Kabila. Il connaît ce que c'est une ligne, ce soit dans les discours, dans la narrative, dans la prise de position politique. Donc, on ne parle pas de Gaëtan Kouba-Bouranzi, même moi, je n'aurais pas commis une telle faute. Donc c'est une erreur grave et gravissime même de la part de Bahati Lukwebo, parce qu'il donne l'impression que le chef de l'État, en disant publiquement, si on a cette guerre dans l'Est du pays, c'est notamment parce qu'il voulait toucher à la Constitution aussi, d'après certains analystes. Donc il s'est engagé à son corps défendant pour préserver ou changer cette Constitution des femmes politiciennes. Ça, je le concède au président de la République. Mais ça engage de facto ou de manière obligatoire toute la mouvance présidentielle. Et cette mouvance, c'est l'union sacrée de la nation, à la tête de laquelle il y a Bahati Lukwebo. Si en amont, il n'y a pas de débat à propos de ces sujets. Peu importe ce que c'est, il n'est pas libre de s'y opposer, parce que sinon, il aurait refusé tous les avantages qu'on lui a accordés durant ce 2e mandat de Félix Tshisekedi. Vous savez que s'il y a des caciques, non, tout le quota, moi j'ai fréquenté des gens qui sont proches et qui ont été proches de Bahati Lukwebo. Il n'a peut-être pas eu la présidence encore une fois du Sénat, mais il a la 2e vice-présidence. Mais regardez que ce soit dans les institutions provinciales, dans les institutions nationales, c'est-à-dire le gouvernement, que ce soit dans les entreprises et établissements publics, il y a même des non-Bahati, pas des simples coïncidences, mais qui ont des rapprochements, des parentés avec Bahati Lukwebo. Il y a des membres de l'AFDC, il y a des cousins et cousines et autres. Tous sont partis. Le chef de l'État a fait de son mieux, n'étant pas en mesure de lui donner sa place au Sénat, il a compensé cela autrement. Donc c'est quelqu'un qui a été très bien servi par le pouvoir, c'est quelqu'un qui bénéficie jusqu'à ce jour de tous les avantages dus à une personnalité de son rang, et faire une sortie médiatique de la sorte comme c'est qu'il a tenu comme propos en disant que la RDC n'a pas un problème de texte, mais il a un problème d'hommes pour leur application. Ça s'apparente bel et bien à une sorte d'insulte à l'endroit du président qu'il a accepté de suivre. Vis-à-vis du Alors, président. aujourd'hui, il y a eu une pétition qu'on a engagée contre lui. Il fallait chercher un terme justement pour le faire des choix. Ça, ce sont des discussions politiques, c'est un débat politique. Ça ne concerne pas la population. Je vais évoquer ou réfléchir sur cette affaire autrement maintenant en parlant de l'intérêt de la population. La population ne va pas s'y retrouver. Mais politiquement parlant, Modeste Bahati Lukwebo s'est comporté en amateur, en tout cas, il s'est comporté, pas en un vieux loup, en invertébré, comme il devait l'être. Merci beaucoup. Allez, fiston Leco, la RDC n'a pas un problème lié à la Constitution, mais on a plutôt un problème d'homme. Qu'est-ce qui choque les esprits dans cette déclaration? Merci beaucoup, Hervé Thomas. Moi, je dis que nous avons tous suivi, je vais dire que nous avons tous suivi les déclarations du 2e vice-président du Sénat, Bahati Lukwebo. Il faut dire qu'en communication, parce que nous sommes d'abord des spécialistes de la communication, il y a des éléments pour analyser une action de communication. Il y a notamment l'opportunité, il y a notamment le contexte, il y a les cadres pour chuter à l'intention. Quel a été le contexte dans lequel Bahati Lukwebo s'exprime aujourd'hui? Il s'exprime dans un contexte sécuritaire marqué par cette agression du Rwanda. Récemment ici d'ailleurs, c'est la veille de ces déclarations, les États-Unis venaient de sanctionner lourdement le Rwanda et son armée. Et s'il faut parler de l'opportunité, jusque-là, l'opportunité peut-être ce serait de pouvoir répondre
à une question ou à des bruits qui couraient sur les places publiques selon lesquelles il aurait racheté l'abraliment de Kivu. Bukavu qui est un coin qui est aujourd'hui occupé par le M23. C'est-à-dire quand vous achetez une société dans ce contexte-là, on suppose que vous êtes des mèches avec ceux qui occupent les autorités des faits de ces coins. S'il faut parler de l'opportunité aussi, surtout purement dans la question qui concerne la révision ou le changement de la Constitution, parce que jusque-là, on n'a pas encore déterminé s'il faut changer ou modifier. Il faut la changer carrément. C'est-à-dire que Bahati Lukwebo a répondu comme on dit, expressement au professeur Evariste Bochab. Là, je parle encore du contexte parce que nous sommes dans le contexte de la célébration de 20 ans de la Constitution qui a été adoptée et promulguée en 2006, excusez-moi. Mais s'il faut parler du cadre, la question se pose maintenant à ce moment-là. Si Bahati Lukwebo avait des réflexions à formuler dans ce sens-là, parce que là, il s'adresse directement, moi j'imagine, au président de la République, parce que le président de la République l'a dit à plusieurs titres, à plusieurs reprises, qu'il a l'intention de retoucher la Constitution. Mais pour retoucher ou changer carrément, il voudrait convoquer une commission qui va rassembler les Congolais de toutes les disciplines et de tous bords de la RDC pour réfléchir, est-ce qu'on doit changer ou est-ce qu'on va modifier? Moi je pense que c'est là où Bahati a péché, le deuxième vice-président du Sénat, faire une telle... Moi, je vais vous rappeler, il y a un ministre de la communication de Musée qui s'appelait Didier Moumengi. Il a dit, il faisait une réflexion au président de la République, Laurent Désiré Kabila à l'époque, sur les positionnements ou les positions de la République démocratique du Congo par rapport aux questions qui s'imposaient, notamment face aux États-Unis et aux puissances occidentales. Et il l'a fait, il était au bureau face à Laurent Désiré Kabila. Laurent Désiré Kabila était fâché, mais le lendemain, quand même, il a salué, il a dit vraiment, j'ai quand même mon contradicteur. Très bien. Pourquoi j'ai fait cette assertion? Parce que Bahati Lukwebo, comme a soulevé ici Gaëtan, n'est pas n'importe qui dans ce pays. C'est parmi les personnes qui peuvent avoir sans coup férir une audience auprès du président de la République et échanger avec lui sans pour autant nous offrir ce spectacle macabre qu'il nous a offert. Bahati Lukwebo n'est pas n'importe qui, c'est un briscard de la classe politique. C'est-à-dire, on a parlé de sa carrière ici, depuis la conférence souveraine de 1991, après 1994, il a occupé le poste de ministre de budget, après il est venu avec Kabila, plusieurs fois ministre, deuxième vice-président, questeur de l'Assemblée nationale sous Kamere, et aujourd'hui, nous sommes en 2026, il est le deuxième vice-président du Sénat. C'est-à-dire que dans tous les régimes qui se sont succédés en RDC, il a quand même bénéficié de quelque chose. Et pour ce pouvoir, d'ailleurs, il faut dire qu'il convoitait, il est parmi les acteurs de la dislocation de la coalition FCC-Cash, parce qu'il voulait avoir le poste du Sénat. Il a fait un peu du chantage à Joseph Kabila, mais Joseph Kabila n'a pas voulu de ça, et c'est Félix Tshisekedi qui lui a offert ça. Alors, sortir aujourd'hui avec une ligne de communication qui va à l'encontre carrément de celle du président de la République, qui est le chef de la majorité présidentielle, majorité parlementaire, à laquelle il appartient, moi je pense que c'est vraiment carrément une déclaration de guerre. Oui, il est libre de réfléchir, il est libre de faire ses observations, mais dans quel cadre? Dans quel cadre? Est-ce que la sortie médiatique de Bahati ne vient-elle pas confirmer la thèse selon laquelle, au sein de l'Union sacrée, il n'y a pas coordination des activités, il n'y a pas un cadre de concertation approprié où les uns et les autres peuvent discuter librement? Déjà, celui qui est nommé secrétaire permanent n'est pas accepté par tout le monde. N'est-ce pas tous ces problèmes qui peuvent aussi pousser ça c'est la maladie que nous avons toujours souffert dans ce pays, surtout dans la classe politique, des générations successives. Vous avez Mobutu avec son impère, c'est lui qui décide, il n'y a personne qui dit qui donne un autre point de vue. Vous avez Joseph Kabila qui est avec son AMP, c'est la même logique. Vous avez aujourd'hui Félix Tshisekedi, il y a cette propension attentiste
des acteurs politiques qui attendent toujours que le chef parle avant qu'il puisse agir. Même pour passer vital, il fallait attendre le chef. Justement, mais Banty Lukwebo avait toute la lassitude, par exemple, de contacter le responsable de l'Union Sacrée. Parce qu'il y a animosité peut-être, parce qu'on ne s'accepte pas, il ne l'a pas fait. Mais moi j'estime, il n'a pas vraiment de barrières comme vous et nous ici sur ce plateau pour atteindre le chef de l'État et exprimer ce qu'il pense, au lieu de court-circuiter toute une famille politique, leur famille politique, la majorité Union Sacrée. Merci beaucoup. Voilà, aujourd'hui, il y a déjà même des yo-yo au sein du Sénat. Merci beaucoup. Allez, Danzeng, le décor est pratiquement déjà planté pour en finir politiquement avec Banty Lukwebo. Destitution, on va dire, pétition pour sa destitution. Probablement, il y aura aussi des débauchages au sein de sa famille politique. On va vraiment en finir avec lui politiquement. Est-ce que Banty Lukwebo a franchi la ligne rouge? Je peux le dire aussi. Hein. D'abord, merci encore une fois pour l'invitation. Je salue la pertinence de mes confrères, mes prédécesseurs. Je trouve qu'il a franchi la ligne rouge. C'est une effectivité. Mais il faudra se poser la question pourquoi il est allé jusque-là. Mais d'abord, il faudra qu'on se rappelle qu'en 2024, le chef de l'État avait promis de mettre en place une équipe de scientifiques multidisciplinaires qui vont réfléchir sur cette constitution. Il avait promis de le faire en 2025. 2025 est passé, nous sommes début 2026 et au sein de l'Union Sacrée, la voix est unanime. Les communicants, les chefs des partis politiques, la plupart disent que nous devons retoucher à cette constitution. J'ai même suivi le député Willy Michi qui dit qu'il faudrait qu'on puisse réécrire cette constitution, qu'on donne 7 ans au président parce que 5 ans serait insuffisant pour pouvoir mener à bien sa politique. Donc, à l'Union Sacrée, les voix sont plus ou moins unanimes. La sortie médiatique de Banty va dans le contresens, dans l'autre volet, et ça questionne, ça interroge. Pourquoi a-t-il nagé à contre-courant? Pourquoi s'est-il exprimé contre... L'indépendance d'esprit peut-être. Oui, la question est pertinente, mais je trouve qu'elle n'est pas anodine, elle ne sort pas d'un hasard quelconque. Non. Ouais. Banty, c'est un fin politique. Il sait ce qu'il fait. Il sait pourquoi il le dit. Je veux vous rappeler que Banty a travaillé avec le MPR. Banty a travaillé avec Joseph Kabila. Banty est avec aujourd'hui Félix Tshisekedi. C'est une personne qui a traversé plusieurs générations. Il a une culture politique beaucoup plus développée que la nouvelle classe politique que nous voyons aujourd'hui. Donc quand il parle, je pense que tout ce qu'il dit est mesuré. Pourquoi Banty a-t-il pu nager à contre-courant? C'est ça la question que nous devons tous nous poser. Quel est son intérêt? Un homme politique assis, avec tous les avantages qu'il a. Moi je pense, quelque part, qu'il c'est pour un positionnement politique. Tenez, nous sommes en mars 2026. Le président Tshisekedi a déjà fait, on va dire, plus ou moins 8 ans. Il reste, on va dire, constitutionnellement parlant, 2 ans. Ou presque 2 ans et quelques mois. Dans la perspective des nouvelles élections et des nouveaux dirigeants, Banty Lukwebo est censé se positionner pour savoir celui qui viendra. Dans quel camp il sera? Il sera avec lui, parce que si l'UDPS quitte le pouvoir, l'Union Sacrée quitte le pouvoir, ça veut dire qu'ils sont dans l'opposition. Or, dans le contexte actuel, au regard de ce qui se dit, je vois mal, si on devra respecter la volonté du peuple, je vois mal l'Union Sacrée continuer au pouvoir, le président, tout ça. Non, je ne vois mal continuer, à moins qu'il y ait fraude électorale. Donc c'est calculé. Banty voudrait bien être positionné dans le sens que celui qui viendra après, il trouve un terrain propice pour l'approcher, pour intégrer sa famille politique. Souvenez-vous, à la fin, quand Kabila était en train de chercher, je crois bien, un dauphin, Banty s'était opposé, si je ne me trompe pas. Je crois que c'était ça le contexte. Banty s'était opposé à ce que... Il a montré sa frustration, en fait. Voilà. Il a montré sa frustration.
quand Kabila a choisi Chadari, il n'était pas content. Mais pourquoi il l'a Même au fait? Sénat, quand on choisit Tambo Mwamba, il n'a pas été aussi d'accord. Voilà. C'est même la raison de son départ. Il a Le quitté FCC. le FCC. Pourquoi il le fait généralement quand le bateau est presque à la fin? C'est la question, parce que l'Union sacrée aussi, on est à la 8e année, il reste 2 ans. Pourquoi le faire maintenant? Je pense que c'est un calcul politique. Bati voudrait bien avoir un positionnement favorable pour permettre à celui qui viendra après de savoir Le facilement. pouvoir peut toujours rester au sein de l'Union sacrée, mais pas à Félix Tshisekedi. Il peut passer, C'est possible. un Kamere peut être désigné comme dauphin par exemple, Samalou Kondé, ils sont nombreux. C'est possible. Jean-Pierre Bemba. C'est possible. Non, pas mais Bati voudrait bien déjà prendre toutes les précautions possibles pour accueillir le prochain. Qu'est-ce qui nous dit que celui qui viendra après, il ne va pas collaborer avec lui? C'est un femme politique, il peut préparer ses jetons, ses cartes pour le rapprocher. C'est un monsieur, j'ai déjà entendu ce discours, il y a des politiques qui disent « moi je ne ferai jamais l'opposition dans ce pays ». Il y a des gens qui disent ça. Pour l'opposition, il n'y a rien, je ne peux pas faire ça. Je pense que ce monsieur-là, depuis que moi je suis né, je n'ai jamais vu dans l'opposition. Et je le vois mal faire l'opposition. Pour moi, c'est comme ça que je vois les choses. Merci beaucoup. Allez, Guinouma, le dialogue est en gestation. La sortie médiatique de Bahati Lukwebo, vous qualifiez cela comme une stratégie pour lui de monter les enchères et afin de jouer un rôle prépondérant au prochain dialogue. Vous considérez cela comme de la frustration? Merci Hervé. Déjà, je me rallie aux arguments qui ont été avancés par les deux prédécesseurs. Je m'y oppose un tout petit peu à l'argument qui vient d'être avancé ou agencé précédemment par mon confrère Dan. Dire que Bahati Lukwebo, en tenant ces propos qu'il a eu à tenir au cours de son point de presse, ça serait stratégique ou un positionnement politique. Bon, c'est une lecture que je prends en partie, mais tout en avançant certains arguments qui vont devoir, n'est-ce pas, s'y opposer à ce que le confrère venait de dire tantôt. Déjà, Bahati n'ignore rien. Vous l'avez si bien dit ici, il a été dit par mes amis sur le plateau, que c'est un chevronné politique, c'est quelqu'un qui a traversé de générations. Vous savez, il y a une chose qu'il faut rappeler. Avant que Bahati ne fasse son point de presse, vous le savez tout comme moi, que le monsieur est resté silencieux durant un très longtemps. Et là déjà, je m'en vais évoquer une théorie qui est très pertinente. Il s'agit là de la théorie de la spirale du silence. Dans la théorie de la spirale du silence, c'est-à-dire que la personne se dit, observe dans la société que mon opinion semble être minoritaire face à l'opinion qui est considérée majoritaire. Si je me mets à mettre sur la place publique mon opinion, c'est que je risque de m'isoler socialement. C'est le cas de Bahati Lukwebo. Bahati est de l'union sacrée de la nation jusqu'à la preuve du contraire. Il ne s'est jamais prononcé dessus pour dire qu'il a quitté la famille politique de Félix Tshisekedi. Et au sein de cette famille politique, c'est quoi les discours? Les discours qui prônent, c'est les discours ayant trait avec le changement, la modification ou la révision de la Constitution, comme vous pouvez l'appeler, chacun selon ce qui lui revient en tête. Et tous ces gens qui se mettent à propager ou à distiller ces discours sur la révision, le changement et la modification ne sont pas partis de leur propre gré. C'est-à-dire il y a eu un instigateur. C'est qui l'instigateur de cette pensée? C'est le président de la République lors de campagne électorale de 2023. Le président a émis le vœu de changer la Constitution parce qu'il estimait que cette Constitution présentait certaines faiblesses. Ça, c'en est une chose. Déjà, je tiens à rappeler que la Constitution, avant d'être un texte juridique, la Constitution est tout d'abord un acte politique.
C'est ainsi que quand vous lisez Jean-Jacques Rousseau, il vous dit dans le contrat social, il vous dit que la société repose sur le contrat social, c'est-à-dire l'engagement que la communauté, prend ensemble au nom de règles pour pouvoir vivre dans le respect de ces règles-là. Mais cela renvoie à dire que lorsque ces règles-là n'arrivent plus encore à s'adapter à la réalité, il y a lieu de revoir, parce que c'est un contrat social. Si on s'inscrit dans cette logique-là, il y a lieu d'appuyer l'hypothèse de ceux qui estiment que cette constitution ne s'adapte plus à la réalité congolaise, parce qu'il y a plusieurs éléments au sein de la constitution qui présentent des faiblesses et qu'il fallait le revoir. Ça n'est une chose. Mais maintenant, au regard de cela, en tant que membre de l'Union sacrée, on ne peut pas avoir un avis contraire avec la vision du chef, à moins que vous ayez quitté le bateau. Et au cas de Bahati Lukwebo, parce que mon confrère à côté vous parle du positionnement politique. Mais s'il vous plaît, jusqu'à la preuve du contraire, personne ne sait si les élections auront bel et bien lieu en 2028. Parce que ces élections restent, jusqu'à la preuve du contraire, hypothétiques. Il y a au sein de l'opinion, tant du côté de la majorité, tout comme du côté de l'opposition, où les gens n'établent que sur le dialogue. Et la majorité au pouvoir vous dit que si on arrivait à organiser ou à tenir ces dialogues et que ces dialogues entraînaient le retard quant à l'organisation des élections de 2028, il y a lieu que l'on se retrouve dans une jurisprudence. Permettez-moi, le cas de Joseph Kabila, la transition, parce que les élections normalement devaient se tenir en 2016, et suite aux réalités que vous et moi ici sur le plateau nous connaissons, on fait assez que Kabila prenne 2 ans de plus pour que les élections se tiennent en 2018. Vous êtes d'accord avec moi? Alors, mais en tout cas, le chemin est prévisible. En voir le chemin, il est prévisible. À moins qu'ici, quelqu'un se mette à me dire le contraire. Le chemin là est prévisible. Parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas le dialogue se tiendra quand. Mais dans la carte que joue, entre guillemets, l'Union sacrée, parce que nous sommes en politique. En politique, on ne se fait pas le cadeau sur le plateau d'or. Hein. En politique, c'est-à-dire, ce sont des coups. Et au regard des jeux politiques, Tshisekedi est en train de jouer avec le temps. Question d'organiser ou de tenir ces fameux dialogues à la veille de 2028. Et si cela se faisait comme je l'estime, parce que ce n'est pas une parole d'évangile, c'est une lecture que je suis en train de faire, quelle serait alors la carte que venait de jouer Bahati Lukwebo de son positionnement politique? Est-ce qu'il ne se verra pas quelqu'un isolé du moment où l'Union sacrée sera toujours en train de commander le jeu? Si ce que l'ami a dit peut rester dans cette philosophie-là ou dans cette pensée-là. Merci beaucoup Gaëtan. Le débat est pratiquement lancé. Pour les uns, il faudrait carrément changer la constitution. Il faut écrire une nouvelle constitution, doter la RDC d'une constitution qui va répondre ou qui va cadrer avec ces réalités. Et pour d'autres, notamment les opposants, il faudrait d'abord en finir avec la guerre avant de penser constitution. Quelle est la priorité des priorités maintenant? Alors, que ce soit les élections, que ce soit le changement de la constitution, rien ne peut être entrepris dans l'état actuel des choses, c'est-à-dire dans la situation d'occupation des territoires de la République démocratique du Congo. Si on va aux élections maintenant, là, on va de fait accepter une sorte de balkanisation du pays. Si on accepte aussi un changement de la Constitution maintenant, c'est comme si on acceptait aussi de balkaniser le pays. C'est dans ce contexte-là et d'autres contextes, je voudrais un peu contredire mon très cher confrère quand il dit que Bahati Lukwebo intervient
parce que nous sommes dans une situation d'insécurité. On a pris Goma, on a pris Bukavu. Une année après, Bahati Lukwebo n'est jamais sorti médiatiquement pour prendre position. Ouais. Le débat sur la Constitution a débuté il y a 3 ans maintenant. C'est depuis 2023. Oui, il y a 3 ans 3 maintenant. ans maintenant. Le chef de l'État a dit tout ce qu'il fallait dire. En constitutionnaliste improvisé, en politicien, il a montré noir sur blanc qu'il fallait changer la Constitution. Bahati Lukwebo n'a écrit ni tribune, n'a jamais cherché à nuancer les choses. Et quand il fait une sortie Ni via son bureau médiatique, politique. Hein? quand il fait un point de presse avec je vais appeler ça comme le fallacieux argument, comme quoi il se défend d'avoir pas acheté l'abraliment Sud Kivu, c'est parce qu'il sait que c'est le moment. Je saute sur l'occasion, j'ai eu comme une sorte d'intercelle quand je suivais mon ami Danzeng. Bahati Lukwebo, c'est le premier à avoir quitté le bateau de FCC. Bahati Lukwebo, c'est le premier à agir en iconoclaste. Iconoclaste, c'est que c'est celui. C'était Kinke Mulumba. Kinke Mulumba. Alors, ici, c'est pas le premier, mais c'est celui qui, quand il quitte quelque chose, quand il prend position, il change même le débat. Le débat au sein de la famille politique à laquelle il appartient. Vital Kamerhe a été pas vraiment humilié, mais on l'a fait sortir par la fenêtre de l'Assemblée nationale. Le débat n'a pas changé. Les choses ont continué tout bonnement. Mais si jamais on ose toucher à Bahati Lukwebo, si jamais une rupture est occasionnée à la suite de sa prise de position, vous verrez que même le débat, certaines personnes prendront le courage de dire les choses, de nuancer la situation, de contredire même la position officielle de l'Union sacrée. Parce que Bahati Lukwebo, ce n'est pas quelqu'un de naïf. Il sait lire les signes du temps. Je vous en veux cette preuve. De 2 choses l'une. Il s'est dit ceci, parce que j'ai dit que ce n'est pas un naïf. Politiquement parlant, il a faussé, mais il sait qu'il ne sera jamais perdant, peu importe les scénarios qui peuvent se positionner ou auxquels il peut être confronté. Il peut perdre certains députés. Allons-y. Commençons d'abord par le scénario. Il peut perdre son poids politique. Non. Si jamais le changement de la Constitution échouait ou ne marchait pas, qu'est-ce qu'il va dire Bahati Lukwebo? Je vous avais prévenu, ça n'a pas marché. Et là, il gagne aux yeux de l'opinion un certain volume de légitimité, de notoriété, d'opinion favorable. Parce qu'il avait dit, je vous avais dit que ça ne marcherait pas. Soit parce que la population s'est révoltée, soit suite à toute autre chose. Bahati Lukwebo va sortir perdant. Si aussi on ose l'écarter de la course politique ou des enjeux politiques, ça sera une autre erreur que l'Union sacrée commettra. Pourquoi? Parce qu'on a déjà perdu quelqu'un de Sud Kivu. La machine est déjà marché. Oui, justement. On a perdu Vital Kamerhe qui représente un grand électorat du Sud Kivu. C'est pas Aimé Boji. Il est dans... Non. Dans la famille politique. C'est juste que c'est un lion blessé qui attend le moment propice, peut-être pour penser sa blessure. Et je vous dis qu'il va se prononcer tôt ou tard, Vital Kamerhe. Si Bahati Lukwebo venait aussi à subir une sorte d'humiliation, en restant peut-être union à l'Union sacrée, c'est l'Union sacrée de la nation qui s'écarte encore de l'Est du pays. Ça sera un grand manque à gagner, la séparation, la rupture avec Bahati Lukwebo. Et lui, il essaie que si, soit on le déchoit, soit le changement de la Constitution venait à échouer, il sera toujours perdant d'une manière ou d'une autre. Politiquement parlant, il a faussé au sein de l'Union sacrée de la nation, mais je dirais... Comment peut-il se rattraper à ces jours? Parce que la machine est déjà en marche. Il sera destitué dès la prochaine rentrée parlementaire. Il y a une pétition qui est déjà lancée. Certainement, il perdra aussi des élus ou certains membres influents au sein de son parti. Comment Bahati peut-il se rattraper encore à ces jours? Parce que sa mise à l'écart de l'Union sacrée n'est pas aussi à exclure. Vous savez, Joseph Kabila a dit ceci un jour, que on m'a pris mes députés, mais je vous dis que ça vous coûtera cher. Si jamais on osait prendre mes députés, des sénateurs et autres, ça va coûter cher. Ça va coûter encore trop cher. Ça coûte toujours cher, les débauchages. Et là, toutes les batteries seraient orientées vers quoi? Vers la dislocation de l'AFC, de la FDC ou de la FDCA. Donc, ce sera une épine dans les pieds de l'Union sacrée de la nation, de laquelle elle sortira difficilement, disloquée, Bahati Lukwebo ou les fragiliser politiquement. Merci beaucoup, Fiston Leko. Beaucoup de priorités.
il y a la guerre qui... Bon, pas la guerre, il y a l'occupation rwandaise ou l'agression rwandaise. Ici à Kinshasa, le débat pour le changement de la constitution continue, les battre sont pleins. Comment le président peut-il s'en sortir face à tous ces problèmes? C'est difficile pour le président de la République, parce qu'il est, à ce titre qu'il est le garant de la nation, le garant du bon fonctionnement des institutions. C'est lui qui doit assurer la régularité, bien évidemment, même de la tenue des élections. Mais nous sommes face à un problème exceptionnel, parce que la guerre relève de l'exception. Ce n'est pas quelque chose de calculé. C'est difficile pour le président de la République de solutionner, on va dire comme ça, le dilemme entre les élections et la Constitution, ou résoudre le problème de l'Est. Moi, je pense que la sécurité, c'est d'abord une question des responsabilités d'un État. Le rétablissement de l'autorité de l'État sur l'ensemble du territoire national est une nécessité vraiment inéluctable, c'est une nécessité inexorable que le président de la République doit faire tout. Parce qu'en ce moment, ici, si on organise des élections, comme a dit Gaëtan, ça sera valider, donner un chèque à blanc à l'idée de la balkanisation. Et ça sera difficile qu'on organise des élections dans ce contexte. Parce que déjà, il faut dire qu'on ne sait pas ce qui viendra après 2 ans. La solution, c'est le dialogue. Mais bien évidemment, bien que moi, je me suis toujours mal à l'aise de parler du dialogue, parce que quand on voit, on parle d'un dialogue, on parle d'abord de quel dialogue? Dialogue politique ou bien dialogue concernant des questions sécuritaires? S'il faut dialoguer pour des questions sécuritaires, il y a déjà Doha qui s'en charge de la question, parce que j'estime aussi que si on parle ici, Félix Tshisekedi se trouve sur la même table que Jean-Marc Abound, Martin Fayoulou et qui d'autres. Ce n'est pas ça qui va terminer le retentissement des bruits de bottes dans l'Est de la République démocratique du Congo. Bon, revenons. Pourtant, tous ces opposants sont convaincus que la paix à l'Est passe par la tenue d'une table ronde. Vous savez, cet argument-là, on l'a beaucoup entendu. Soit l'opposition est des mèches ou commande les actions qui se passent à l'Est, pour que quand on parle avec elle directement, la solution se trouve à l'Est, soit c'est un argument fallacieux qu'on donne à l'opinion pour alimenter un tout petit peu je vais l'appeler comme ça, cet appétit de la classe politique congolaise de toujours se retrouver dans les institutions. S'il faut parler un tout petit peu revenir un tout petit peu de ce qu'on parlait ici avec la question de Bahati, mais j'estime qu'il ne faut pas confondre les contextes. Les contextes de 2021, parce que de 2018, quand le président Félix Tshisekedi est accédé au pouvoir, jusqu'en 2021, Bahati Lukwebo était encore un tout petit peu lié à l'AFC, qu'on appelle ça comment, au FCC. Comment ça? Je t'explique. Il était un tout petit peu lié au FCC. C'est juste en 2019, vers la fin, quand il y a eu cette question du Sénat avec Tambou Mamba, qu'il a quitté le bateau. Mais en ce moment-là, le président Joseph Kabila n'était pas au pouvoir, n'avait pas il avait bien sûr cette majorité au sein de l'Assemblée nationale, mais ce n'était pas lui qui avait, comme on dit, l'impérium. Ce n'est pas lui. L'impérium était entre les mains de Félix Tshisekedi. Mais actuellement, c'est que le président de la République, non seulement a la majorité, Félix Tshisekedi n'a non seulement la majorité parlementaire, mais il a aussi ce pouvoir. Jusque-là, déjà on a dit ici sur ce plateau, on ne sait pas, personne n'a la certitude que les élections auront lieu en 2028. C'est là où on crédite bien évidemment la thèse d'un mauvais calcul politique de Bahati Lukwebo. Il n'a pas bien fait ses calculs politiques, j'estime, je suis en train de réfléchir à haute voix pour faire parce que cette déclaration qui va à l'encontre de la ligne politique du président de la République, qui est leur chef au sein de la majorité, c'est carrément une déclaration de guerre et dire que non, c'est comme un affront qu'il fait justement au chef de file de leur famille politique. Mais aujourd'hui, si Bahati Lukwebo se retrouve en dehors des institutions, sachant ou maîtrisant, il y a quand même un certain nombre d'années que nous suivons l'actualité politique,
s'il quitte le pouvoir ou le bateau de la majorité présidentielle, parlementaire aujourd'hui, il va compter des dégâts exceptionnels et graves au sein de la famille politique. Inexorablement, ça va le fragiliser politiquement. Je crains même que ça peut aller jusqu'à ce que ces affaires économiques soient aussi touchées. Parce que vous savez, en 2019-2020, on cherchait d'ailleurs par les gens du FCC, desquels ils venaient, à toucher ces entreprises au niveau de Goma du Nord Kivu, justement parce qu'on a brandi le fait qu'ils ne payaient pas des taxes. Il a une sucrerie au Nord Kivu. On avait déjà commencé à toucher ça. À l'époque, le président de la République n'était pas Joseph Kabila, mais le FCC a essayé quand même. Et aujourd'hui, c'est le chef de l'État qui est au pouvoir dans toutes les manettes. Merci. Toutes les leviers sont entre ses mains. Donc moi, je crains que même son côté entrepreneur soit entamé. Merci beaucoup, Dan. Élection coûte que coûte dans les délais constitutionnels pour les opposants. Et du côté du pouvoir, tant qu'on n'aura pas récupéré Goma, Bukavu et tous les autres territoires sous contrôle des forces négatives, il n'y aura pas élection. Alors, face à ces dilemmes, quelle est la voie de sortie? Le dialogue politique, évidemment. Le dialogue s'impose aujourd'hui dans ce contexte. Il n'y a pas que la question de l'Est, il y a aussi la question des élections. Parce que quand vous rappelez la feuille de route publiée par Denis Kadima, 2025 c'était la cartographie, 2026 les opérations d'identification ou de révision du fichier électoral. En ce moment, on ne voit rien bouger. Donc nous avons déjà consommé un certain retard dans les processus d'organisation des élections. Exactement. Donc cette question aussi va s'imposer au dialogue. Ce dialogue, il s'impose. Il s'impose vraiment. Et je pense que c'est le cadre, ça sera le cadre idéal où nous devrons déterminer qu'est-ce qui va être fait. Parce que la question particulièrement de l'Est, 7 millions de déplacés internes, c'est beaucoup de personnes. C'est beaucoup de personnes. 14 millions de gens qui vivent sous l'aide humanitaire, grâce à l'aide humanitaire. C'est beaucoup. Donc aujourd'hui, le décor est planté pour qu'il n'y ait pas élection en 2028. Là, c'est vraiment... C'est fait à dessein? Il y a un concours de circonstances qui font qu'il n'y ait pas élection. Déjà, l'Est est à feu et à sang. Vous avez la sécurité, mais est-ce que la CENI à ce jour continue de recevoir le financement? Là, il faudra que la loi des finances votée, promulguée récemment, a prévu le financement de la CENI. En principe, chaque année, on devra avoir... La CENI devrait être financée à une certaine hauteur ou dimension. Vous vous souvenez, sous Matata, il était prévu que déjà la première année où le président Kabila prenait le pouvoir, 2011, déjà on puisse réserver 250 millions de dollars parce que le président Goïmoulunda avait projeté que les élections de 2016 coûteraient plus ou moins 1 milliard, autour de 1 milliard. Mais quand on est arrivé en 2015 vers 2016, on s'est rendu compte que tel que le gouvernement planifiait les opérations de financement de la CENI, le quota prévu pour la CENI n'était pas respecté. D'où déjà, c'est ça l'argument qui a été fondé, Lambert Mende, avec un point de presse, il vous dit non, on n'a pas de moyens. C'était l'argument principal pour lequel nous avons glissé. Ce n'était pas l'argument sécuritaire, comme aujourd'hui. Et à l'époque, on a confié le gouvernement, après le dialogue, on a confié le gouvernement à l'opposition, pour que celle-ci qui disait qu'il voulait les élections dans le délai, puisse elle-même déjà organiser les élections. Tchibala est venu comme chef du gouvernement et on a vu que voilà, la machine était plus ou moins en marche pour qu'on ait des élections en 2028. Il y avait même un débat 2018. En 2016. Est-ce qu'on saura tenir le délai de 2018? Les gens n'étaient pas unanimes. Mais bon, la volonté était plus ou moins là pour que nous puissions justement avoir les élections en 2018. Vous savez la problématique du dialogue. J'ai même suivi des personnes qui disent que la problématique du changement de la Constitution peut également faire partie des matières à débattre. Évidemment, sinon l'Union sacrée n'aura rien à dire. Vous voyez, c'est pourquoi moi je dis que tu sais qu'il a fait, c'est bien calculé. C'est bien calculé. Vous savez, la politique est dynamique. Elle est très dynamique. Quand Kabila cède le pouvoir en 2019 à Félix Tshisekedi, Bahati est toujours en disgrâce avec Kabila. Et Tshisekedi est en alliance avec Kabila.
Ça veut dire que Bati est toujours hors course. Or, ces débats avec les Blancs ont si on est partout, il est allé même jusqu'à voir les cardinals pour plaider son cas. Oui. Il a connu beaucoup de coups. La FDC a été dédoublée. On a débauché les députés. On a débauché. Néné Koulo en a fait ce qu'il voulait. Donc, ça ne sera pas sa première fois. Donc, moi, je sais qu'il sait ce qu'il fait. La politique étant dynamique, tout peut arriver. Tout peut arriver. Alors, l'autre question, c'était quoi encore? Élection, reconquête des territoires, quelle est la priorité? Comment arrondir les angles entre les opposants qui ne jurent que par la tenue des élections dans les délais? Et de l'autre côté, le pouvoir en place qui estime qu'il est impossible de tenir les élections. Organiser les élections dans ces contextes, c'est cautionner la balkanisation. En tout cas, ça ne sera pas bon d'organiser les élections dans ce contexte. Bien que certains disent que nous devons tenir le délai constitutionnel, C'est là que la question se pose également de l'article 70. Est-ce que la Cour constitutionnelle avait bien interprété à l'époque en 2015 jusqu'à l'installation du nouveau président élu? Sachant aussi que pour qu'il y ait installation du nouveau président élu, puisqu'il y a l'existence de cet arrêt, on peut toujours s'en servir. Comme jurisprudence. Mais ça, c'est un débat. Et comme aussi, il y a aussi une autre jurisprudence. On a voté en 2018 sans, je crois, 3 territoires. Voilà, 2018, c'était, je crois, Yumbi, Beni et Moutemo, je pense. Oui, mais la situation d'aujourd'hui est beaucoup plus difficile. Beaucoup plus délicat. Beaucoup plus délicate que celle de 2016. Si c'est tout Goma qui est occupé, c'est compliqué. Une grande partie du Nord Kivu est occupée. Pratiquement 2 provinces. Voilà, 2 provinces, et puis ça ne permettra pas, comme d'aucuns disaient ici, que ça va plus ou moins favoriser une balkanisation tacite. Mais je comprends tout à fait la position de l'Union sacrée qui veut également monter ses enchères pour dire que les élections, plutôt, le dialogue doit être organisé dans le cadre institutionnel. Ça sera... non, c'est tout à fait normal, c'est politique. Ça permet à ce que chacun puisse avoir un positionnement. Mais la question qui va se poser maintenant, c'est au niveau du médiateur. Avec ce que je passe avec Monseigneur Kassanda, les déclarations qu'il a faites, la lettre qu'il a écrite là, ça éclabousse plus ou moins la crédibilité de la Synco. Ouais. Donc la question de la médiation maintenant devrait être... L'Union africaine a fait désigner les facilitateurs. Dodo Kamba propose aussi ses services. Lui, là, il faut le mettre de côté. Et ainsi, Mambia commence à le mettre de côté. Là, il faut le mettre de côté. Il fait sa campagne, il voit les acteurs politiques. Il a peut-être aussi une partition. Je ne souhaite pas parler de Dodo Kamba, excusez-moi. Je ne souhaite pas parler de lui. Mais ce qui est certain, c'est que en ce moment précis, peut-être que la médiation angolaise pourrait jouer un rôle. Mais au niveau interne, la Synco a perdu plus ou moins sa crédibilité. La Synco est laissée. Très bien, merci beaucoup, Guillaume. Dialogue politique en gestation, les acteurs politiques pour certains, il faut organiser les élections coûte que coûte dans le délai constitutionnel. Pour l'Union sacrée, organiser les élections, c'est cautionner la balkanisation. Alors, comment sortir, comment trouver la solution face à ces grands dilemmes? Bon, écoutez, déjà que vous appelez ça dilemme, je pense que face au dilemme, ça nécessite ou ça demande aux acteurs de pouvoir, n'est-ce pas, miser sur la voie de la sagesse. La sagesse, comme vous le savez, nous sommes bantous, nous sommes africains. La sagesse africaine voudrait assez que les gens puissent se mettre autour du fait, l'arbre à palabre, c'est-à-dire question de pouvoir discuter pour trouver un consensus pouvant désamorcer la crise qui secoue le pays. Je suis tout à fait d'accord avec les amis lorsque un de mes co-débatteurs ici ou un de confrères sur le plateau évoquait la question liée à la crise sécuritaire. Certes que la crise elle est sécuritaire, mais maintenant pourquoi le dialogue? Parce que on venait de le dire ici que penser se tenir autour d'une table avec Jean-Marc Akabound, Fayoulou et les autres, ça m'étonne quand même. Non, je vais vous contredire. J'ai une contradiction. Donc, avant de vous rencontrer, j'aimerais plutôt répondre directement à la question. Donc, ici, j'ai entendu, n'est-ce pas, un confrère dire que cela n'aiderait ou
ne désamorcerait pas la crise. Non, je m'y oppose. Je m'y oppose farouchement d'ailleurs. Vous devez comprendre une chose. Ici, il est sans ignorer. Nous sommes des observateurs de la société, je l'ai dit au départ, que face à cette crise, l'Union sacrée ou soit le gouvernement en place a démontré ses limites au point qu'on n'arrive pas à récupérer les zones occupées. Ce qui renvoie à dire que jusque-là, le gouvernement en place est en train de patauger, n'est-ce pas? Vous êtes tout à fait d'accord avec moi que le gouvernement patauge parce que cela fera bientôt une année que Goma est sous occupation. Déjà une année. Voilà. Donc, il faudrait que les Congolais se mettent autour d'une table pour pouvoir discuter, trouver une nouvelle formule à appliquer pour désamorcer le problème. Fiston, en prenant la parole, il a dit il s'agissait bel et bien de Fiston qui a évoqué cet élément-là, il dit s'il s'agit de la crise sécuritaire, déjà les discussions avancent à Doha. Mais je tiens à rappeler que les discussions à Doha n'avancent pas. À Doha, certes, la volonté de se retrouver à Doha a été exprimée, mais nous sommes en sociologie de négociation. Il est la question de la théorie des concessions. C'est-à-dire les deux parties engagées dans ces discussions n'arrivent pas à se mettre d'accord autour de ce qu'ils présentent comme exigence de part et d'autre. Il y a un accord de principe. Oui, l'accord de principe, je dirais que ce n'était qu'une ébauche. Je ne vous apprends rien, vous êtes journaliste. Donc ça a avancé. Avancer veut dire aboutir aux discussions. C'est-à-dire on avance, mais à pas de torture. C'est ainsi que je te dis que la volonté y est. Mais cette volonté nous amène où jusque-là? Parce qu'aujourd'hui, si Doha devrait donner espoir, n'est-ce pas, à ce que le Congolais attende, on ne devrait plus encore confier la mission à João Lourenço, qui a encore cette lourde charge de se mettre dans le même contexte, s'il vous plaît. João est dans le même contexte de fait. Vous n'allez pas me contredire ici. C'est ainsi que moi j'estime que le dialogue est inéluctable. J'emprunte le vocable utilisé par mon ami Fiston. Inéluctable parce que le Congolais devrait se mettre autour d'une table, discuter, avoir un seul langage. Parce qu'autour de ce qui se passe dans la partie orientale, mais les avis sont divergents à ce sujet-là. On vous dit l'Union sacrée ou soit la majorité vous dit jusque-là Moïse Katumbi n'a jamais condamné. Comme Moïse vous dit, moi j'ai déjà condamné. On vous dit Kabila serait celui qui alimente l'insécurité dans la partie Est. Kabila vous dit le problème c'est Tshisekedi. S'il vous plaît, le langage ne converge pas. À ce point-là, il faudrait que le digne fils de ce pays puisse se mettre autour d'une table pour discuter, trouver une nouvelle formule. Mais là où je ne serais pas d'accord, parce qu'il s'agit là de mon avis, il s'agit là de ma lecture, je n'aimerais plutôt pas, je vais chuter avant de chuter, je chute en rencontrant la vie de mon ami Dan Zeng, qui porte d'ailleurs le nom de chinois, moi ça m'étonne. C'est compliqué. Alors, je dis que le dialogue, merci pour la correction très cher frère. Alors, si vous êtes Karound, je pense qu'en ce moment-là, ça trouvera tout son sens. Alors, je reviens pour dire ce qui suit, cher Hervé, que le dialogue ne devait pas être une luciveuse. Là, je le dis. C'est là où je ne suis pas d'accord avec les gens. Si on estime... Même pour les téléspectateurs. Je dis, je dis que le dialogue ne devait pas être une luciveuse. C'est-à-dire, ce n'est pas là où les gens viennent pour se nettoyer ou se laver. Donc, voilà. Blanchisserie. Et puis, je reviens. Donc, là, je ne suis pas d'accord si le dialogue s'est tenu en ce sens-là. Mais je reviens pour dire à mon ami, une minute d'ailleurs, je pourrais peut-être faire 30 secondes. J'ai dit à mon ami Dan Zeng, lorsqu'il dit que, comment on appelle, Bahati a joué une belle carte. Donc, je pense qu'il s'agit là de joker, entre guillemets. Mais moi, j'ai dit non. Bahati n'a pas joué une belle carte parce que vous évoquez la question de dynamisme politique. Non, le dynamisme politique
c'est lorsqu'on influence la gouvernance ou on influence un comportement. Et dans le cas d'espèce, le monsieur, dites-moi, il est au sein de l'union sacrée. Il ne peut pas avoir un avis contraire. Dites-moi, qui doit se concilier à ces propos? Qui doit les rejoindre? Du moment où on sait que le pouvoir est jusqu'à la preuve du contraire entre les mains de Tshisekedi. Si peut-être on était vers la fin et que les choses se dessinaient autrement, sa carte devait être selon que vous la défendez. Mais pour ce qui me concerne, en ce moment-là, il influence quoi pour obtenir quoi? Merci beaucoup. Allez, les derniers tours de table, cher Gaëtan. La question de la médiation, Dan l'a évoqué. La Senko est pratiquement discréditée après le scandale causé par l'évêque de Mbujimayi. Jibayaman qui a pu aussi prêter ses services. Dodo Kamba. Et là aussi, l'Union africaine avait désigné ses facilitateurs. Je crois qu'ils sont 5. 6, oui. L'Angola peut aussi jouer sa partition. Alors finalement, qui doit jouer le rôle des médiateurs si ces dialogues aura finalement lieu? Effectivement. Alors, j'aurais aimé rencontrer quelques avis concernant Bati Lukovo, mais je préfère commencer par répondre à votre question. On ne va pas mettre la charrue avant le bœuf, justement. Est-ce que le pouvoir de Kinshasa a réellement la volonté de dialoguer? Mais oui. Non, il n'y a pas cette volonté-là. Pas du tout. Le président veut actuellement, son aval. Il y a des discussions à Doha et n'importe où. Les négociations ne sont pas le signe d'un changement ou ne préfigurent pas un retour de la paix. Forcément non. Le retour de la paix, c'est quand l'un des partis ou l'une des parties capitule ou se montre faible ou affaibli. La situation actuelle est telle que ce soit ceux de l'Est, ce soit à Kinshasa, tout le monde se croit tout permis. Chacun agit en maître. Ça, je vous dis la vérité. Et c'est pratiquement difficile qu'il y ait un dialogue. Et Kinshasa le sait bien. S'il n'y a pas de dialogue, c'est un dilatoire pour qu'on reste au pouvoir. Mais si jamais l'Est tombait entre les mains de Kinshasa, mais il faut conserver le pouvoir. Il faut mettre les mécanismes pour rester longtemps. Et c'est là maintenant qu'il y aura le vrai débat du changement de la Constitution. Pourquoi est-ce que je dis que les négociations ne servent pratiquement à rien tant qu'il n'y a pas une partie qui est affaiblie? Vous avez vu Iran, États-Unis, Israël. Ils étaient en pourparlers à Oman. Ça n'a pas empêché Israël de bombarder comme c'est un parent qui venait taper son enfant sur son lit, n'importe comment, jusqu'à tuer le guide suprême, Ali Khamenei. Vous avez vu les discussions qu'il y a de part et d'autre en Ukraine et autres. Pourquoi est-ce que le Japon a accepté de dialoguer avec les Américains? C'est parce que quand on a bombardé Hiroshima et Nagasaki. Vous voyez? Donc, ce sont des débats qu'on va faire, c'est bien beau d'entendre, mais tant que Kinshasa, tant que sur le terrain les choses ne changent pas, on n'aura pas un dialogue. Si c'est un dialogue pour des postes, Kinshasa préférera avoir ceux qui sont dans l'opposition ici, des concertations, des rencontres bilatérales avec les présidents de la République pour créer un gouvernement remanié à l'intérieur duquel on a tendu la main à l'opposition. Mais si c'est un dialogue avec l'Est du pays, c'est difficile, ça ne peut pas arriver. On ne peut pas appeler cela un dialogue, parce que ça n'arrivera jamais. Maintenant, si tant est que je dois répondre à votre question, qui est crédible pour assurer la médiation? Qui vous a dit que la Senko est discréditée? Par qui? Est-ce que la lettre de Monseigneur Kassanda est comprise par tous les Congolais? Est-ce qu'un papa de 60 ans aujourd'hui qui a vu la Senko jouer la médiation pendant des années peut à partir d'une seule lettre discréditer toute une organisation et même les églises protestantes? Non, ça c'est un débat élitiste sur Twitter entre nous, les journalistes. On comprend bien une frustration peut-être tribale d'un Monseigneur qui appartient à une région
à la même région que le président de la République n'est pas synonyme. Mais cela n'exclut pas à ces derniers de mettre son avis. Oui, ce n'est pas synonyme. Au sein de la SENCO, les choses ne se passent pas comme ça, justement. Au sein de la conférence épiscopale, ça ne se passe pas comme ça. Les gens peuvent échanger. Oui, ils ont tout un cadre de concertation et je ne vais pas rentrer parce que moi j'ai beaucoup de respect pour les évêques, pour les évêques d'étaler sur la place publique les remarques qu'il avait à formuler à l'endroit de manière simpliste, c'est juste des revendications tribales, probablement tribales, de l'évêque. Et maintenant, si vous dites, s'il vous plaît, là, je dois quand même recadrer, très cher Gaï. Non, s'il vous plaît, c'est évident, parce que ça risque de... Le courant peut partir comme quand Gaëtan... Merci. Il y a un ennemi qui dit le courant peut partir. Pour conclure, il n'y a que la SENCO et les CC qui peut mettre tout le monde d'accord pour une vraie médiation. Mais pourquoi vous tentez d'écarter Dodo Kamba, Mukuna et les autres? Parce que ils sont venus en politique comme des affairistes. C'est ça le problème, dès le départ. C'est de l'opportunisme et justement de la manipulation au sein de l'Union sacrée de la nation. Chacun a un parrain, que ce soit Ejibayama Pia, Dodo Kamba. Il a quelqu'un qui le soutient et qui les finance. Vous voulez que la population, les Congolais, puissent donner du crédit à ce genre de démarches. Tout comme aussi les pouvoirs en place accusent le cardinal, le président de la SENCO, Monseigneur Solé, de jouer ou de rouler pour l'opposition. Il serait soudoyé par Kabila, Katumbi. Je peux bien accepter cela, mais on sait que la SENCO et la SENCO particulièrement a collaboré pendant des années avec le DPS, avec Félix Tshisekedi. Cet argument peut être balayé justement à cause de ce rapprochement qu'ils ont eu dans le temps ensemble. Donc, qu'on puisse confier la médiation à la SENCO et les CC. Si on ne confie pas ça, les exclure, c'est ça le problème. Inclure les autres, ça peut aller. Mais on ne peut jamais avoir des négociations, un dialogue ici à Kinshasa en excluant la SENCO et les CC parce qu'on va finir par revenir à un dialogue avec eux toujours. Merci beaucoup. Fiston Leko, qui doit jouer la médiation et où doit se tenir le dialogue? Pour les présidents de la République, ça doit se tenir ici au pays, sous la médiation des institutions. Est-ce que vous voyez l'opposition non armée, l'opposition armée aussi, il faut le reconnaître, que ces deux parties prenantes puissent aussi accepter cela? Merci beaucoup Hervé Thomas. Bon, moi j'estime que si on veut revenir un tout petit peu, parce que je l'ai dit ici, je viens de recevoir la réponse de Guillaume. Quand je parle que je ne vois pas l'opportunité de dialogue, s'il faut parler du contexte sécuritaire, c'est parce qu'on se perd souvent la face en croyant que cette guerre de l'Est est une question congolo-congolaise. Non. Non. Vous savez, le M23 était à Ouvira et il a pris la ville, il était installé. Il a suffi, selon les indiscrétions, nous tous nous savons, nous sommes journalistes, d'un coup de fil venant de l'extérieur du pays, à plus de 8000 km d'ici. Et le M23 a quitté Ouvira. Et pour ça, on n'a pas eu un dialogue. Justement parce qu'il fallait garder les positions que chaque parti avait avant la signature de l'accord du 4 décembre 2025 à Washington, entre le président Félix Tshisekedi, le président rwandais Paul Kagame, sous la médiation de Donald Trump. Parce qu'aller au-delà de ça, ce serait cracher sur les actes que pose Donald Trump. C'est en cela que moi j'ai dit, le dialogue entre Congolais ne va pas résoudre définitivement la question de l'Est. Merci beaucoup. La question est pertinente. Parler de la médiation. Moi, je pense que aujourd'hui, le processus est en train d'être mené par l'Angola. Le président de la République était là. On a entendu que le chef de l'ex-président de la République, Joseph Kabila, est passé par là. Il a d'ailleurs vu même l'ancien président. Il est passé, oui, il est passé par l'Angola. C'est plateau, il y a quelqu'un qui peut confirmer cela. Il a même parlé avec le président, le médiateur du processus du Grand Lac, qui était l'homme de Lomé, là, Foria Singwe, justement pour discuter de la question. Si on doit avoir une médiation interne, moi je suis quand même choqué d'entendre ici sur ce plateau, c'est Gaëtan qui a évoqué ça, qu'il n'y a que l'Église catholique qui peut faire ce travail.
et les CC. Bon, moi, je m'étonne. C'est que c'est un nouveau métier de la Senko ou bien c'est... Non, à un moment donné, nous devons avoir cette capacité. Pourquoi l'Église catholique veut toujours faire route seule, ou soit aime toujours que tout le monde s'agenouille derrière elle? Non, il faut fédérer les forces sociales, mais aussi les forces politiques, les dialogues politiques. On va mettre toute la classe politique ensemble. Pourquoi pas l'Église catholique peut se retrouver dans la médiation avec l'Église des réveils et d'autres confessions religieuses? Elles étaient tous ensemble. Et Gilbert elles étaient de se retirer en dernière minute. Moi, j'estime, comme les hommes politiques sont en train de discuter, eux aussi doivent discuter pour que cette médiation soit tenue par l'ensemble des confessions religieuses. Sinon, on va aller dans un sens et laisser les autres dehors. Et c'est ce que le chef de l'État avait justement refusé lorsqu'il a appelé l'Église catholique et les CC à pouvoir fédérer toutes les confessions religieuses afin qu'il y ait cette médiation. Mais s'il faut parler en termes de confiance, il y a aussi cette problématique de confiance qui se pose à l'égard de l'Église catholique. Vous savez, comme moi, qu'en 2018, l'Église catholique a dit qu'il avait bénéficié des téléphones d'une partie aux élections pour suivre les élections. Vous savez comme moi qu'un jour, je ne suis pas ici en train de jeter l'anathème sur l'Église catholique, mais nous sommes en train d'analyser les faits comme observateurs et prendre un tout petit peu, comprendre un peu les choses selon que nous sommes dans l'angle d'une partie ou d'une autre. Aujourd'hui, quand on parle par exemple du dialogue, l'Église catholique a avoué ici qu'il a quand même été financé par le Rwanda. Donc, tout ça, ce sont des questions que... L'Église catholique n'a pas dit ça. Oui, non. Monseigneur Fulgence l'a dit. Non, il n'a pas dit. Il a utilisé la vidéo existe. La vidéo existe. Je pense qu'après l'émission, on donne la vidéo à... Je vous donne mes minutes. Vous n'avez plus de minutes, mais il n'a pas dit. Mais la vidéo, moi j'en ai. Je vais donner à Gaëtan. Qui finance vos activités? Vous voyagez, Rwanda, France. Il a dit nous sommes financés par les États, notamment le Rwanda. Nous avons reçu une des financements. La vidéo existe. Ah bon? Mais c'est une interview. La vidéo est là. Moi, je vous envoie après l'émission. Gaëtan est en train de faire semblant de ce qu'il sait. Laissez-les conclure. Donc, si on comprend les positions... Oh, comment ça? Allez-y. Si on comprend la position des opposants ou la position des Églises catholiques, comprendre aussi que au niveau de l'Union sacrée de la nation, qu'ils aient aussi cette IE-là qui essaie un tout petit peu d'analyser les actes, les faits et gestes de l'Église catholique. Merci. Et ça crée des doutes, c'est normal. Merci beaucoup. Allez, Danzeng, Kabila exclu, Katumbi exclu. Finalement, qui doit participer à ce fameux dialogue? Si on doit exclure certains, parce qu'ils seraient en intelligence avec les forces négatives. Non, il faut que tout le monde prenne part au dialogue. Moi, c'est un conseil que je donne au président. Si vous préservez il faut trouver vraiment la paix. Il faut que tout le monde prenne part à ça. Parce qu'ils sont des parties prenantes à cette question. Le M23 et le Rwanda ont une partie du territoire entre les mains. Vous voyez, il y a des Congolais, un groupe de Congolais qui sont à l'extérieur, qui disent être opprimés, qui n'arrivent plus à revenir au pays parce que le contexte ne permet pas, il y a des répressions, des arrestations arbitraires, des choses comme ça. Donc si nous voulons vraiment qu'il y ait accalmie dans le pays, le président a intérêt à inviter tout le monde, même ses plus grands opposants, autour d'une table, afin que la paix soit retrouvée. Alors, qui devra être le médiateur? Revenons un peu sur ce que les amis disaient sur la Senko et les CC. Je dis que la Senko, j'ai lu le pacte social. Le pacte social, c'est un très bon projet. Moi, je souhaiterais même qu'on puisse l'adopter. C'est en tout cas, ça pousse les Congolais à réfléchir. Ce sera un cadre de réflexion des Congolais pour que nous puissions baliser les chemins du développement et mettre totalement fin à l'insécurité, à la prise des armes. C'est vraiment un très bon projet. Kankenza vous dit, les pactes sociaux préparent la préférée Tshisekedi. Kankenza, permettez-moi que je parle un peu de lui. Le style contre les réveils. Kankenza, Mukuna, Dodo Kambaye, tout ce groupe de pasteurs de l'église des réveils
Moi, je les ai vus en 2016, hein? En 2014-2015, avec des polos marqués Fonds commun pour le Congo, avec l'effigie de Chadari, candidat de l'Union de FCC. Tous ces passants ont battu campagne pour Chadari. Qui oublie? C'est aujourd'hui qu'ils viennent se faire la rédemption pour dire qu'ils sont plus Tshisekedi que Tshisekedi lui-même. Ils se sont opposés à la candidature de Tshisekedi en 2016. Donc on n'oublie pas facilement d'où ils viennent. Pour moi, ils ne sont pas crédibles. Excusez-moi, passez-moi l'expression. Ils ne sont pas crédibles. Il ne faut même pas penser à ces gens. La Cinco a quelque peu, sa crédibilité, c'est quelque un peu effritée. Et c'est une évidence. Il faut qu'on se le dise. Parce que la manière dont perçoit la Cinco par le gouvernement perçoit la Cinco comme étant l'autre aile de l'opposition. Justement. Le pouvoir perçoit la Cinco comme l'autre aile de l'opposition. L'ECC, c'est plus ou moins opposition confessionnelle. Comme un soutien vraiment de l'opposition. Les déclarations, la communication des évêques de la Cinco, ils doivent retravailler un tout petit peu. Quand vous avez suivi la dernière sortie médiatique de Monseigneur Cholet, ça frise l'activisme politique. Ils sont en train d'opiner sur la politique, mais il faudrait qu'ils puissent fignoler leur communication. Quand vous voulez rassembler les gens autour d'une table, faites en sorte de rassurer les parties prenantes. Mais quand vous suivez Mouteba, prendre aux paroles, qui parle des accords de 99 ans, qui ne profitent pas aux Congolais, ça effrite un tout petit peu la D'accord, on va durer combien de temps? S'il a menti. Ça effrite même il n'y en a pas avec à mes yeux de répondre à cette question. Ça, c'est une autre question. Ça effrite un petit peu la crédibilité. Mais, moi, je pense que la Cinco ne devait pas prendre part au dialogue. Mais en tant que médiateur, ça devient difficile. Mais comme partie prenante, pour faire des propositions, je suis d'accord. Merci beaucoup. Dans la médiation, je proposerais peut-être l'étranger. L'Angola, comme on l'a vu en 2002. Une figure politique. Ouais. L'Angola, comme en 2002 avec l'Afrique du Sud, Thabo Mbeki qui a aidé tout ça. Massiré et tout. Oui, pour le moment, en tout cas, au niveau de la Cinco, j'aime bien les prêtres. Je salue leur initiative. Mais pour l'instant, ils se sont plus ou moins... Qui se retirent. Qu'ils ne se retirent pas, mais qu'ils soient partie prenante. Merci beaucoup. Au dialogue. Je ne sais pas si je peux... C'est partie prenante pour... Merci. Pas comme médiateur, mais comme partie prenante au... Comme société civile, ouais. Comme société civile, bien sûr. Merci beaucoup. Allez. Si je peux terminer l'émission avec vous. Il n'y a pas de mot de la fin dans cette émission, papa. Je vous libère. Merci beaucoup. Allez-y. Excusez-moi. Guillaume, je suis à vous. Vous terminez l'émission. Dialogue avec quel médiateur? En tant qu'observateur, mais aussi en tant que scientifique, je peux avoir aussi des propositions à donner au président de la République quant à la manière dont le dialogue devrait se tenir. Vous dites, aujourd'hui, la question du médiateur pose problème, c'est-à-dire le médiateur à l'interne pose problème. Je m'en vais dire à Gaëtan que l'Église catholique, pour ne citer que l'Église catholique, pour ne pas, n'est-ce pas, associer l'Église ECC, l'Église catholique n'est plus crédible. Dans le cas d'espèces. Pourquoi je le dis? Vous verrez qu'un médiateur, c'est qui? Un médiateur, c'est un rassembleur. C'est lui qui est en même de rassembler tout le monde. Mais aujourd'hui, vous avez une opinion qui s'oppose à l'Église catholique, qui connote l'Église catholique, qui donne à l'Église catholique une certaine couleur. Et déjà, ça ne permettra pas à l'Église catholique d'arriver à faire l'unanimité de ceux qui doivent lui faire confiance pour jouer cette médiation. Et maintenant, face à cela, c'est que dans le stade où nous nous retrouvons, la médiation ne peut être qu'une médiation extérieure. Comme l'Union africaine venait d'abord de désigner Jean Lorenzo comme étant facilitateur, mais je pense qu'on peut renouveler à ces derniers le mandat d'être le médiateur. Mais quant à l'Église catholique, à l'ECC, aux confessions religieuses et consorts, si c'est RSC et tout ce qui va avec, la société civile et autres devaient se retrouver dans ce que moi j'appelle bureau d'organisation du dialogue. Ce bureau-là accompagnera le médiateur extérieur
pour la tenue du dialogue. Voyez-vous? Donc, tout ce qu'ils ont comme à proposer là, ils le mettront à la disposition du médiateur et ça va aider à ce qu'ensemble nous arrivons à avoir les dialogues et non ces dialogues qui ont pour objectif le partage du pouvoir, mais le dialogue qui va devoir tabler sur la question de la justice sociale. Merci parce beaucoup. que c'est aussi ça le problème. Aujourd'hui, depuis, je m'en vais parce que je vais chuter par là, et connaissant la pertinence de Gaëtan, de Fiston, ainsi que d'Anzang qui vient de partir, je nous dis ici qu'au lendemain de l'accession à l'indépendance, l'homme politique congolais n'a jamais pensé à travailler pour le peuple. L'homme politique congolais travaille pour sa poche. Merci et c'est le sérieux problème. Ce problème de 1960 jusqu'à ce jour ne fait que persister. Mais c'est la question cruciale sur quoi il faut tabler pour arriver à permettre à tout Congolais de bénéficier des ressources naturelles de ce pays, de bénéficier des richesses de ce pays pour que l'on n'arrive pas à tomber toujours dans ce que les gens ne cessent de réclamer. Frustration, il prend les armes. Merci. Frustration, il va faire un camp qui s'oppose au régime en place, ainsi de suite. La justice sociale, c'est la question cruciale pour le dialogue qui est en cours ou en gestation. Cher Guillaume, pour vos analyses très pertinentes. Merci. Il faut te marier. Je vais rejoindre Gaëtan en 2028. On est en 2026. Fiston Leko, remettez-la, non. En tout cas. Ça nous finit, mesdames et messieurs. Grand merci à vous d'avoir suivi cette émission. Merci aux confrères qui ont accepté de répondre à notre invitation malgré leurs multiples occupations. Grand merci à vous. Chers techniciens, Florine Mandou, Clovis Kaimbe, merci à vous. On se retrouve lundi, 10h30 avec d'autres invités, mais avec toujours le même plaisir. Au revoir.